Donc, je vais vous parler de Vénus Express, une mission de l'ESA, comme il a été dit, lancée en 2005 et qui tourne autour de Vénus depuis avril 2006. Donc, je vais parler des résultats de 2 ans d'observation, parce qu'il y a évidemment toujours un délai entre les observations et leur publication. Mais en fait, ces jours-ci, le millième jour, la millième orbite de Vénus Express, puisqu'elle tourne en 24 heures autour de Vénus. Donc, c'est bientôt 3 ans, en fait, d'observation. Donc, quelques rappels sur Vénus, si vous n'avez pas en tête toutes les informations sur cette planète. Vénus, c'est une planète assez semblable à la Terre en première approximation, en tout cas vue de loin. Une distance au Soleil à peu près un quart plus près du Soleil, mais sinon un rayon planétaire, une masse assez comparable. Une inclinaison très faible, donc pas de saison attendue, une excentricité faible également, donc pas réellement de saison. La durée de l'année, évidemment, liée à la distance au Soleil. Par contre, les différences viennent quand on commence à regarder la durée du jour sur Vénus, qui est 243 jours rétrograde, plus long que l'année donc, et par conséquent une planète en rotation très faible, et ce qui a bien entendu des incidences sur la météorologie de Vénus. On va y revenir. Et les choses deviennent vraiment différentes quand on regarde la composition et la structure physique de l'atmosphère, puisqu'on a, comme vous savez, des températures très élevées au niveau du sol, environ 450-460 degrés suivant l'altitude de la surface, des pressions de presque 100 atmosphères terrestres, 92 bars, pour une composition principalement en gaz carbonique, CO2. L'un expliquant l'autre d'ailleurs, donc on a un effet de serre extrêmement violent sur Vénus, que ce petit schéma simplifié explique. Donc ici, vous avez le profil de température de l'altitude à droite jusqu'au sol, avec donc une température donc, qui croît régulièrement jusqu'au sol, et les températures à la surface sont expliquées non pas en raison de la proximité du Soleil, mais en raison d'un très fort effet de serre, marqué à la fois par l'absorption du gaz carbonique, qui n'absorbe pas entièrement le flux solaire incident, mais absorbe énormément le flux infrarouge réémis. Et le mécanisme classique de l'effet de serre, c'est que, comme la planète est bien sûr en équilibre radiatif, elle réémet autant de rayonnement qu'elle en reçoit. Comme elle a du mal à réémettre dans l'infrarouge, il faut que la température soit plus élevée, et c'est ce qui se produit au niveau de la surface pour que donc le rayonnement thermique réémis soit égal au rayonnement absorbé. Une partie de l'effet de serre est d'ailleurs due non pas au gaz carbonique, mais également aux couches de nuages. Il y a 3 couches de nuages identifiées, d'après les mesures, on y reviendra, de différentes sondes spatiales. Donc une couche nuageuse très épaisse. Ce qu'on voit dans les images visibles ou proches UV, c'est la partie supérieure. Si je reviens en arrière, c'est donc ici, vous avez ici une image en proche ultraviolet. Ça peut ressembler à ce qu'on peut voir dans des télescopes au sol. Donc pratiquement une surface sans détail, ou presque. Donc une surface, on voit le sommet des nuages et pratiquement rien en dessous. Alors les différences avec la Terre, déjà quand on a pu détecter les mouvements des nuages, ce qui a été fait donc, par Boyer dans les années 60, à partir d'observations au pic du Midi d'ailleurs, pour la première fois en ultraviolet, où on a mis en évidence pour la première fois la super rotation de Vénus, c'est-à-dire la rotation de l'atmosphère et des nuages en 4 jours seulement à l'équateur, alors que la planète elle-même, ça on l'a su plus tard, mais elle tourne très lentement sur elle-même. Il y a donc un effet d'accélération, donc ça c'est un des mystères de la météorologie de Vénus, mais également une atmosphère qui n'a pas, comme la Terre, une structure en bande. Sur l'atmosphère de la Terre,
on a les passages cyclones-anticyclones, les zones tropicales plus stables avec des jet streams, une atmosphère où la force de Coriolis joue le rôle essentiel dans la dynamique de l'atmosphère, ce qui n'est évidemment pas le cas sur Vénus, et ce qui explique une partie de la météorologie. Donc il y a effectivement deux planètes déjà, avec beaucoup de similarités en tant que structure, mais avec des phénomènes dynamiques intéressants. Vénus est un peu un intermédiaire entre des planètes à atmosphère mince, comme la Terre ou Mars, et des planètes à atmosphère plus épaisse. On peut aller jusqu'aux planètes géantes qui sont vraiment très épaisses. L'analogue, du point de vue météorologique, le plus proche, en réalité, c'est plutôt le satellite Titan de Saturne, malgré les différences énormes en température. Et il y a pas mal d'analogies, y compris au niveau météorologique. On pourra y revenir. Voilà à peu près pour situer très grossièrement, et aussi un bref historique. Alors là, il pourrait y passer 1 heure si on voulait vraiment expliquer tout ce qui a été observé de Vénus, mais ça fait quand même maintenant une quarantaine d'années qu'on a des observations spatiales de la planète Vénus par les sondes soviétiques et américaines. Et l'URSS, à l'époque, avait fait un effort considérable pour l'exploration de Vénus avec les sondes Venera, Vega et les atterrisseurs sur Vénus, qui sont les seuls à avoir fourni des images de la surface. Les Américains avec des sondes et des missions très complètes. La mission Pioneer Venus en 1979, qui a fonctionné plusieurs années, qui a donné des observations météorologiques de Vénus au début des années 80, et la mission Magellan qui, elle, avec un radar, a permis la cartographie de surface et nous a fait vraiment connaître en détail la surface de Vénus, qu'on connaissait déjà par les observations radar du sol et par les observations de la sonde Venera, mais avec quand même une résolution de détail bien supérieure. Il y a également eu des survols de sondes intéressants. La sonde Galileo en route vers Jupiter a croisé Vénus en 90 et a observé de manière intéressante Cassini, mais plus marginalement, et aussi la sonde Messenger américaine qui part vers Mercure, qui a déjà fait un survol de Mercure d'ailleurs, et qui a observé Vénus il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc, les paysages de Vénus, donc, les seules images finalement qu'on ait de la surface de Vénus, les sondes Venera 13 et 14, montrent d'abord que la lumière arrive bien jusqu'au niveau du sol, qu'on a un éclairement atténué, mais encore qui permet de l'imagerie jusqu'à l'horizon que vous voyez ici. Donc c'est une caméra panoramique. Vous voyez ici l'horizon de la sonde, les pieds de la sonde ici. Et une surface, alors c'est 2 terrains différents entre Venera 13 et 14 en bas, mais que les géologues interprètent comme des surfaces de type volcanique avec des feuillets très probablement dus à des interactions avec l'atmosphère épaisse. Donc une caractéristique de la géologie de Vénus va être qu'on a des effets importants d'équilibre thermochimique entre surface et atmosphère qu'on n'a pas forcément sur d'autres planètes, y compris la Terre. Un équilibrage du fait des hautes températures thermochimiques plus rapide sur Vénus que sur la Terre. Donc dans l'interprétation de la composition chimique de l'atmosphère et des composés mineurs de l'atmosphère, on fait intervenir des équilibres entre minéraux et gaz. Alors le survol de Galiléo, je l'ai mentionné en passant, donc chronologiquement, donc, on avait eu les grandes missions Venera, et en particulier la dernière, Venera 15, qui a fait des observations très approfondies de Vénus pendant plusieurs années également en météorologie de Vénus, au milieu des années 80. Ensuite, il y a eu la mission Magellan, mais qui s'intéressait surtout à la surface. La mission Galileo a donné des observations de l'atmosphère de Vénus, et surtout, donc, une des observations qui a motivé en partie la mission Vénus Express, c'était des observations en infrarouge, en proche infrarouge, à 2 microns 3, où vous avez ici une image à droite de la face nocturne de Vénus, dont on voit l'émission thermique. À gauche, une image plus classique de Vénus, observée en proche UV, et où on voit, sans être spécialiste, des différences majeures dans la structure de nuages. On ne reconnaît même pas du tout les nuages. Donc, il s'agit clairement de couches de nuages différentes. Bon, les nuages ici, comme c'est de l'émission thermique, seraient froids, et
régions claires, sombres, il y a eu en réalité une inversion. On a une image en négatif de manière à faire ressortir ce qui est froid, donc absorbant le rayonnement thermique comme les nuages, et les régions claires en brillant. Néanmoins, on voit très peu de corrélation. Alors ça, donc, d'où viennent ces images? Alors, on connaissait par les observations télescopiques au sol l'existence de ce qu'on appelle les fenêtres infrarouges de Vénus dans le proche infrarouge, à 2 microns 3, 1 micron 7, 1 micron 18 et quelques autres fenêtres qui permettent d'observer à travers les épaisses couches de nuages de Vénus. Sur la face nocturne, côté jour, on est complètement ébloui par la lumière réfléchie par les nuages, donc c'est absolument impossible de voir plus profond que les sommets des nuages. Par contre, côté nuit, le rayonnement thermique arrive à traverser et très peu absorbé. Il est très diffusé, mais très peu absorbé. Et donc, on peut voir l'atmosphère profonde. Ça a été démontré par les observations télescopiques au sol, un télescope anglo-australien, dans les années 83. Et observé au sol, mais c'était la première observation spatiale. Or, il y a beaucoup d'intérêt à observer l'atmosphère profonde, et pas seulement l'atmosphère supérieure, pour tout un tas de phénomènes dynamiques, chimiques, de corrélation avec atmosphère-surface et météorologique. Et les observations au sol ne peuvent pas tout. Donc, une des motivations de la mission Vénus Express était de retourner à Vénus, mais non plus en survol, mais avec un orbiteur, pour étudier en combinaison les observations classiques en infrarouge moyen qui voient la structure thermique et la composition de l'atmosphère supérieure, en visible où on voit la météorologie de la couche des nuages, en expérience plasma aussi pour voir l'environnement ionisé, mais également en infrarouge proche. Alors on a même des possibilités dans certaines fenêtres d'observer jusqu'à la surface de Vénus. Donc là, ce sont des observations Magellan en radar, des mosaïques de la surface. Ici, tout l'hémisphère nord, c'est une vue de l'hémisphère nord de Vénus reconstituée par les observations SAR de Magellan. Et ce qui avait été montré déjà avec les observations au sol, avec les observations Galiléo aussi, c'est que dans certaines fenêtres du très proche infrarouge, on peut détecter l'émission thermique de la surface, malgré l'épaisseur de toute l'atmosphère. Donc, c'était une des motivations, une mission de petite taille, puisque c'est l'équivalent des missions Discovery American. C'est une mission à budget moyen, disons 200 millions d'euros. C'est peu pour une mission planétaire complète, avec un développement très rapide grâce à la réutilisation de beaucoup de sous-systèmes, en particulier ceux de Mars Express, mais un peu aussi de Rosetta. Une sonde construite par l'industriel Astrium, ADS, tout à côté. Et les instruments développés et récupérés, si on peut dire, d'autres missions. Instruments de Mars Express et instruments de Rosetta pour l'essentiel. La voici ici en photographie au moment de l'intégration du satellite avec l'étage intermédiaire de propulsion interplanétaire, frégate. C'était cliché pris à Baïkonour, ici sur le pas de tir lancement Soyouz de Baïkonour. Et donc le schéma de la sonde ici, avec cet instrument. Alors une charge utile donc, relativement modeste, hein, ce n'est pas les grandes sondes, beaucoup d'instruments qui vont tout faire, mais quand même des instruments bien ciblés vers des objectifs donc nouveaux et encore jamais étudiés. Un magnétomètre en particulier, un petit magnétomètre, bien que la sonde ne soit pas d'une propreté magnétique bien étudiée, mais qui a donné, on va le montrer, quelques résultats. Alors non pas pour l'étude du champ magnétique de Vénus, puisque comme vous le savez, Vénus n'a pas de champ magnétique détectable, mais pour l'étude des champs magnétiques induits par le vent solaire dans l'ionosphère et l'environnement ionisé autour de Vénus. Un instrument donc aussi dans le domaine plasma Aspera, qui est dérivé de l'instrument de même nom sur Mars Express, qui mesure. Il y a plusieurs canaux, dont certains d'ailleurs développés à côté au CESR par Sovo.
pour l'étude des ions, des mesures et des neutres de l'environnement ionisé de Vénus. VERA, c'est un instrument qui utilise l'onde radio de communication avec la sonde pour faire les occultations, c'est-à-dire l'étude de la propagation du signal radio à travers l'atmosphère et en déduire l'information sur la densité de l'atmosphère et la structure thermique. Une caméra VMC, donc il y a un nouvel instrument vraiment développé spécifiquement pour Vénus, mais une petite caméra, plusieurs canaux pour caméra plutôt de contexte, pas un instrument avec une résolution énorme, mais avec des canaux qui permettent de voir à différentes longueurs d'onde différents phénomènes. Et enfin, une série de spectromètres, 3 spectromètres, SPICAV, qui est dérivé d'un instrument SPICAM de Mars Express, développé par Jean-Loup Berthaud au service d'aéronomie, avec un canal nouveau SOIR qui s'appelle Solar Occultation Infrared, qui regarde des occultations solaires en spectroscopie, haute résolution. L'instrument PFS, qui est un spectromètre à transformer de Fourier, qui est sur Mars Express aussi, qui malheureusement n'a pas fonctionné sur Vénus Express en raison d'un problème mécanique d'ouverture de la fenêtre au démarrage. Donc c'est le seul échec total des instruments de Vénus Express. Et Virtis, l'instrument dont je m'occupe, qui est un instrument aussi avec plusieurs objectifs, avec plusieurs canaux, dont je parlerai fatalement un peu plus ici, étant plus au fait de tous les résultats, mais qui a beaucoup de possibilités d'études. Voici ici donc 2 instruments développés en France, un instrument SPICAV SOIR. Alors pour donner l'échelle, là vous voyez ici Virtis, donc ça ressemble un peu à un chariot élévateur, mais c'est juste un radiateur ici qui permet de refroidir l'optique à des températures environ 160 Kelvin. Et 2 voies principales, une voie ici le canal carré ici, c'est une voie de spectro-imagerie infrarouge et visible. Et ici, une voie tube circulaire, c'est l'ouverture du spectromètre infrarouge à haute résolution spectrale qui a été développé au LESIA. Et à gauche, l'instrument SPICAV SOIR, développé au service d'aéronomie, qui est un spectromètre à haute résolution avec des réseaux assez sophistiqués. Principe du fonctionnement, bon, je passe rapidement. La spectro-imagerie, ça permet de faire en même temps les images et des spectres. Donc on travaille sur des cubes de données. Et l'intérêt, bon, vous avez ici un spectre typique infrarouge de la face nocturne, avec les fenêtres justement de Vénus et l'absorption de CO2 entre les fenêtres. Et pour chaque longueur d'onde, on a une image. Alors évidemment, bon, la plupart des images se ressemblent, mais pas toutes. Là, ce sont des images réelles. On voit des différences importantes entre les images, et ça vient de ce que, suivant la longueur d'onde, on va observer à différentes altitudes. On va avoir des contrastes très différents, et donc de l'information physique extrêmement différente suivant la longueur d'onde. Un peu d'histoire, là, c'est l'approche de Vénus vue par la caméra dans l'ultraviolet. Donc, lors de la première orbite d'insertion, le 11 avril, où on a vraiment l'approche finale. Alors, la raison, on a ce genre de zoom presque à chaque orbite. Ça, c'était la caméra visible. Ça, c'est la caméra infrarouge. Là aussi, c'est les toutes premières données qu'on a eues lors de l'arrivée, l'insertion dans les tout premiers jours. Alors, avec l'instrument Virtis, qui donc fait des images à différentes longueurs d'onde. À droite, on a l'infrarouge, les longueurs d'onde à 2 microns 3 des fenêtres infrarouges comme celle que j'ai montrée de Galiléo tout à l'heure. À gauche, la face visible éclairée en proche UV. Donc c'est l'équivalent de ce qu'avait obtenu la sonde Galiléo, sauf que là on est en orbite polaire, donc on voit Vénus vue du pôle sud. Et ce sont des images qui sont juste un peu mises ensemble, mais on a simultanément ce genre d'informations. Et les 6 images correspondent à 6 positions différentes le long de l'orbite. Donc on a su vraiment très tôt qu'on avait réellement, avec notre instrument, ce pourquoi il était fait, avoir directement et quasiment sans traitement des informations sur la structure de Vénus.
Là, les 6 images correspondent à 6 positions sur l'orbite. Ça, c'était l'orbite d'insertion, hein, très elliptique et très allongée, qui passe très près du pôle Nord et très loin du pôle Sud. Donc, ça permet d'avoir des visions globales, hein, en grand champ de l'hémisphère Sud. Par contre, autour de l'hémisphère Nord, observation très rapprochée, mais du coup, on n'a pas le recul nécessaire pour faire de l'imagerie à grand champ. Donc, on fait plutôt de la spectroscopie, des observations très rapprochées autour du pôle Nord et au contraire, des observations globales autour du pôle Sud. On a une combinaison d'observations. Voilà les orbites de Vénus Express typiques pour différents cas. Donc, une orbite, l'orbite finale qui a été atteinte au bout d'une semaine, une dizaine de jours en avril 2006, avec donc, cette orbite polaire, ça s'était imposé par l'orbitographie et le scénario de mission. On passe très très près du pôle Nord, à 250 km au périastre et à un peu plus de 60 000 km à l'apoastre. C'est une orbite de 24 heures, ce qui a ses avantages pour les télécommunications avec la Terre, puisque ça permet de phaser les équipes de relais télécommunications entre la sonde et la Terre. Donc une phase de l'orbite, c'est une sonde sans partie mobile. Donc pour envoyer les données à la Terre, il faut tourner la sonde vers la Terre. C'est ce qu'indique ce schéma ici, Eigen Antenna AGA vers Earth Communication. Donc on tourne l'antenne de la sonde vers la Terre pendant environ 8 heures par jour. Donc il a fallu choisir la bonne phase de l'orbite où on avait moins d'intérêt à faire des observations. Et le reste de l'orbite est dédié à des observations, donc soit à l'apoastre, où on peut faire des mosaïques globales, soit au périastre, où on fait des observations rapprochées. Alors ça a beaucoup d'intérêt également pour les maniplasmas, parce qu'on se déplace dans l'environnement ionisé à différentes distances. On voit donc des phénomènes très différents suivant qu'on est plus loin ou plus près. Donc ça se répète pas à l'identique, mais presque tout au long depuis l'insertion en orbite. On commence à réfléchir, comme on entre maintenant dans des phases de mission étendues, à éventuellement modifier ultérieurement les orbites, peut-être faire du freinage atmosphérique en descendant le périastre, faire maintenant des expériences plus risquées. Mais l'intérêt, c'est on a vraiment eu déjà, je dirais, en stock, même si on n'a pas tout analysé encore très loin de là, on a des observations de longue durée de Vénus, et ça, pour au moins certaines des longueurs d'onde, c'était jamais effectué auparavant. Donc, je vais vous détailler ici quelques-uns des résultats, sans rentrer dans tous les détails, mais sur différents domaines dont je suis plus ou moins spécialiste, mais pour au moins quand même donner un aperçu de l'ensemble des résultats scientifiques de la sonde. Ces résultats sont pour beaucoup déjà publiés. Il y a eu déjà une première publication un an après, il y a un peu plus d'un an maintenant, fin 2007, dans Nature, donc qui étaient les premiers résultats, pas encore très détaillés. Et là, tout récemment, il y a dans le Journal of Geophysical Research, Planet, un volume spécial qui n'est pas encore publié en papier, mais qui est déjà pour beaucoup accessible en ligne si vous vous intéressez à ces résultats, où vous avez des résultats de tous les instruments de Vénus Express. Il y a une quarantaine d'articles qui paraissent dans ce numéro. Sur l'environnement ionisé de Vénus, donc, ce qu'on cherche, ce que les instruments veulent faire, c'est étudier en particulier la grande question de ce qu'on appelle l'échappement atmosphérique, la disparition de l'atmosphère planétaire sous l'effet de l'érosion du vent solaire. L'instrument Aspera est très bien adapté pour ce genre d'études. Il l'a fait autour de Mars. Ça aussi, c'est un des intérêts et de ce qu'on commence à faire aussi, de comparer les deux planètes, Mars et Vénus, avec des instruments similaires. On a donc en particulier l'instrument Aspera autour de Mars, avec Mars Express, et l'instrument Aspera 4 sur Vénus. Alors voilà ici un schéma un peu de l'ionosphère et de l'interaction de l'ionosphère avec le vent solaire. Donc comme Vénus n'a pas de champ magnétique, on a des phénomènes assez différents de ce qu'on rencontre sur la Terre, avec non pas d'ailleurs une interaction vraiment directe du vent solaire sur l'atmosphère. Il y a quand même une magnétogène qui protège un peu la planète. Alors l'orbite de la sonde Vénus Express passe
Et c'est ça un des grands intérêts pour cet instrument dans les différents domaines, depuis l'onde de choc, donc côté jour, jusqu'à la magnétothèle, la queue de la magnétosphère aux plus grandes distances. Et donc à chaque orbite, pratiquement, il voit le passage de l'onde de choc. Donc là, il y a vraiment une accumulation de données très importante là-dessus. Et il mesure donc par le spectro de masse les particules chargées dans l'environnement ionisé. Ils ont mesuré en particulier des mesures de l'oxygène et de l'hydrogène. Ils ont pu mesurer d'une part donc, le taux d'échappement directement de l'oxygène et également le rapport entre les différents ions. En particulier, un des résultats marquants a été que le rapport ion hydrogène à oxygène était d'à peu près 2, ce qui montrait ou semblait indiquer que l'échappement correspondait à l'échappement initial de molécules d'eau ionisées et photolysées ensuite. Et également donc, la mesure du rapport d'échappement. Je ne rentre pas dans tous les détails ici, sachant que ces mesures, c'est aussi important de les répéter au long du temps, puisqu'on était à l'époque au minimum solaire. On commence là à se rapprocher progressivement d'une période d'activité solaire, donc ils vont pouvoir voir s'il y a des variations, et ça c'est un phénomène très attendu, de voir la variation avec le cycle solaire de l'échappement atmosphérique, des choses qui n'ont jamais été faites à ce niveau de précision. Également, une des mesures importantes, c'était la détection, ça c'était par le magnétomètre, qui est un magnétomètre très sensible, et il détecte quelques nanotesla et avec un taux de répétition bien adapté pour étudier la propagation d'ondes. Ils ont en particulier détecté des mesures d'ondes Weissler, sifflement en français, qui sont caractéristiques des décharges orageuses. Or, c'est une des questions justement qui était restée très controversée après des observations de ce type d'ondes par Pioneer. Ça avait été ensuite affirmé par d'autres groupes. Là, ils ont depuis maintenant plusieurs orbites, des détections. Donc, ce sont ces ondes qui ont une caractéristique, en particulier en diagramme en fonction du temps, très caractéristique de propagation d'ondes générées par des éclairs d'orage et qui vient de... Alors, c'est toujours difficile dans ces mesures de détection radio de savoir l'origine, puisqu'on n'a pas d'imagerie directe, mais grâce à la statistique, il montre que l'origine, la source des émissions, est dans l'atmosphère. On n'a pas jusqu'ici, on va le dire tout de suite, détecté la contrepartie optique qui normalement devrait exister de ces orages. C'est une des détections qu'on recherche, mais qui pour l'instant non détectée. Alors, la surface de Vénus, donc là je repasse à l'autre extrême, on était dans l'ionosphère, on va passer à la surface. Donc, Vénus Express permet d'observer l'émission thermique de la surface de Vénus. C'était un des objectifs affichés, dont on était certain d'y arriver, puisqu'on avait des observations au sol qui le confirmaient. On connaissait très bien les flux nécessaires, le signal sur bruit nécessaire. Je dois dire quand même que les agences spatiales, au CNES en particulier, étaient relativement sceptiques sur les possibilités, mais ça a été confirmé. Ici, c'est... Alors, pour être sûr qu'on voit la surface, on compare, puisqu'on connaît très bien l'altimétrie de surface grâce à Magellan. Donc, une façon très simple, c'est de comparer à l'altimétrie de surface. Quand on voit les détails similaires, là, c'est une image brute, hein, vous verrez mieux après, mais même en imagerie brute à 1 micron 0,3, on voit des détails de structure qui ne sont clairement pas liés au nuage, mais carrément bien corrélés aux variations d'altitude de surface qui sont maintenant bien connues grâce à Magellan. Donc la détection ne pose vraiment pas de problème. Elle est vue également par l'instrument VMC, la caméra, qui a un filtre infrarouge à ces longueurs d'onde-là, qui voit également la surface. L'intérêt du spectro-imageur est que comme on a non seulement une longueur d'onde, mais toute une série de longueurs d'onde, on a la possibilité par transfert radiatif de décorréler tout ce qui est absorption nuageuse, tout ce qui est les structures nuageuses et de les éliminer le plus possible pour remonter à l'information de surface.
Donc ça se fait, là c'est le spectre infrarouge, la face nocturne, uniquement en émission thermique, de 1 à 5 microns. Alors, quand même pour entrer un petit peu dans les détails. Donc vers 3 à 5 microns, ce qu'on voit, c'est l'émission thermique au sommet des nuages, qui est vers 230 Kelvin à peu près. Donc, à part l'absorption de CO2, bien sûr. C'est un spectre classique planétaire. Par contre, ce qu'on voit à courte longueur d'onde, donc qui est clairement plus, enfin, c'est thermique aussi, mais c'est clairement plus les mêmes températures, puisque ça remonte, sont les fenêtres. Donc on voit des températures très chaudes. Alors à 2 microns 3, on sonde l'atmosphère à environ 35 km, d'après ce qu'on peut calculer en transfert radiatif de fonction poids. 1 micron 7, un peu plus bas, vers 15-20 km. Et à plus courte longueur d'onde encore, dans ces petites fenêtres ici, on a une contribution de l'atmosphère, y compris jusqu'à la surface, donc de l'émission thermique de surface. Donc c'est dans ces longueurs d'onde-là qu'on peut détecter des informations sur la surface. Donc voici ici, ça c'est une carte Magellan, mais de l'hémisphère sud, dégradée à 90 km de résolution spatiale. Et ici, l'observation Virtis. Donc là, ce sont vraiment des données. Et c'est, si vous comparez, donc là, la corrélation est excellente. On comble même certains trous des terra incognité de Vénus qui n'avaient pas été couvertes en radar. Et alors, comment on fait pour obtenir ça? Donc, d'abord, pourquoi il y a des contrastes? Donc, tout simplement parce que à haute altitude, l'atmosphère est en équilibre thermique avec la surface. Donc, les sommets sont plus froids que les plaines et les dépressions. Donc, il y a un contraste thermique. Comme on est à courte longueur d'onde, c'est extrêmement sensible dans la fonction de Planck avec la température. Donc, on a effectivement des variations, des contrastes infrarouges tout à fait significatifs. On a évidemment une atténuation de nuages, comme je l'ai dit, mais on peut la décorréler grâce à une interprétation spectrale. Et au premier ordre, on voit tout simplement l'émission thermique de surface liée à l'altitude. Alors vous me direz, bon, on connaît déjà bien l'altitude de Vénus, donc ce n'est pas en soi forcément c'est intéressant, mais sans plus. Par contre, ce qu'on fait après, c'est comme on connaît vraiment très bien l'altitude, c'est voir s'il y a des écarts à cette altimétrie. Et ce sont ces écarts qui ont un intérêt physique évidemment plus marqué que simplement remesurer l'altimétrie avec une méthode moins précise que Magellan. La précision spatiale est de l'ordre de 90-120 km à peu près. Pourquoi? Parce que comme on voit la surface, mais à travers la diffusion des nuages, qui eux se situent à environ 60 km d'altitude, c'est comme voir à travers un dépoli, on voit les détails, mais en réalité à la résolution qui est liée à l'altitude du nuage. On brouille à peu près une tache au sol de l'ordre de la hauteur du nuage, et même un peu plus, un facteur 2. Donc on n'arrivera pas à des détails beaucoup plus fins, mais c'est déjà très important et suffisant pour caractériser certaines aires géologiques. Et donc il y a... donc là, ici, sur cette carte, ce qu'on a marqué, c'est les anomalies de flux, c'est-à-dire ce qui n'est pas corrélé à l'altimétrie. Donc il y a effectivement des anomalies. Alors évidemment, bon, le gros espoir, ce serait de détecter une émission thermique d'une lave fraîche. Bon là, c'est sans doute très utopique et les laves se refroidissent très certainement très rapidement sur Vénus. C'est sûrement pas ça qu'on détecte. Par contre, on voit très certainement des effets de surface, des effets de variation d'émissivité de surface qui sont liés à des âges de terrain plus frais. Et effectivement, il y a des corrélations entre certaines structures géologiques et certaines anomalies d'émissivité qui sont décorrélées. Alors ça, ce sont des travaux en cours, mais il y a un des papiers qui vient de paraître dans JGR sur ces données-là, si vous êtes intéressé, par Muller et al. Alors encore autre chose, on va passer maintenant à la météorologie de Vénus. Donc Vénus Express, grâce à toute sa série d'instruments qui mesurent la composition, mais aussi l'imagerie, donc le déplacement des nuages, permet de faire beaucoup d'études liées à la météorologie. Déjà, sur le plan morphologique, on peut faire beaucoup de choses simplement avec l'imagerie, et en particulier l'imagerie infrarouge, où on a beaucoup moins de données documentées à haute résolution, tout au moins. Ici, c'est un zoom un peu dans le domaine infrarouge d'un micron 3, où on voit donc la couche intermédiaire de nuages, et une couche extrêmement turbulente où on a beaucoup de structures disons, assez chaotiques qui est intermédiaire entre les régions équatoriales
où on a un écoulement plus stable, et les régions polaires qui, elles, ont une structure particulière sur laquelle je vais revenir. On a ainsi différents régimes de circulation entre... Donc le pôle sud est à peu près là. On a, du fait des observations de Vénus Express, une vision toujours biaisée plutôt vers l'hémisphère sud. Donc on a une région dite spirale où on a une zone autour d'un vortex polaire très étendue jusqu'à 60 degrés de latitude. Une région laminaire vraiment beaucoup plus stable et beaucoup plus continue en longitude, et une région plus turbulente avec des phénomènes convectifs. On peut identifier à petite échelle certaines structures qui clairement sont de l'activité des phénomènes à 3 dimensions dont on voit l'évolution spatiale. On a également dans plusieurs régions des ondes de gravité, enfin qui sont interprétées comme des ondes de gravité, en tout cas des phénomènes d'ondes, dont on voit ici une striation. Vous voyez peut-être pas trop, mais ici on la voit quand même assez bien. Une striation qui n'est pas du tout un effet instrumental, hein, qui est liée à une propagation d'ondes dans ces régions-là, et qu'on interprète comme des ondes de gravité qui ont les longueurs d'onde compatibles avec les ondes de gravité. Alors, donc ça, c'est la morphologie. Bon, c'est peut-être le plus élémentaire a priori. Après, on peut mesurer l'altitude des nuages. Sur le principe, c'est assez simple aussi, puisqu'on a le spectre et l'image. Il suffit de mesurer la profondeur des membres de CO2, et on connaît comme ça la quantité de CO2 entre le nuage et l'instrument, donc moyennant quand même une équation barométrique, un peu de calcul, mais relativement élémentaire. On peut remonter à l'altitude et à la variation d'altitude du nuage en fonction des positions sur le disque. Ici, un zoom. Alors, on combine pour ce faire des images de la caméra et des images infrarouges de l'instrument Virtis, ici avec deux longueurs d'onde. Donc ici, on a l'altitude du nuage entre 67 et 73 km, inversée avec la méthode que j'ai décrite rapidement sur la bande de CO2 ici. Et ici, l'émission thermique des nuages également à une autre longueur d'onde, qui montre, donc les températures de nuages se situent autour de 230 K, plus ou moins 20 K suivant les domaines. Et ce qu'on voit déjà, c'est que l'altitude du nuage est plus basse autour du pôle, c'est le vortex polaire, et elle est assez constante et au-delà de 60 degrés de latitude. Donc on a un peu un trou autour du pôle, et également des émissions thermiques renforcées, ce qui est assez logique, autour du pôle. Voici ici une carte globale, enfin la plus globale qu'on ait. On a, du fait de l'orbite, un manque de couverture dans l'hémisphère nord. Là, ça c'est fatal, et ça on le savait d'avance. On ne va pas tellement au-delà de 20 degrés de latitude nord, si ce n'est ponctuellement sur des traces, mais très, très dispersées et sans beaucoup de couverture. Mais donc sur tout l'hémisphère sud et pôle sud compris, on a donc des nuages qui sont vraiment très uniformes en altitude, vraiment toujours des altitudes autour de 72-73 km pour le nuage réfléchi, sauf autour du pôle, où donc là on a vraiment un effet d'entonnoir, on a une altitude de nuages qui descend jusqu'à 65 km autour du pôle. Alors on peut également corréler les images de la caméra et de l'infrarouge de manière à voir les mêmes structures jour et nuit, puisque l'infrarouge thermique, on peut le voir bien sûr côté nuit, comme j'ai dit, sinon on est ébloui par le rayonnement solaire réfléchi. Et évidemment, le solaire réfléchi, on le voit que le côté jour. Et le problème est que ces structures dynamiques évoluent très rapidement. La planète tourne en 4 jours, donc si on veut voir la même structure faire un tour, elle peut avoir beaucoup évolué entre un intervalle de 4 jours. Là, grâce aux observations combinées infrarouge UV, on peut voir les structures en choisissant bien les longueurs d'onde et voir les mêmes structures en infrarouge et en UV. Alors ici, par exemple, c'est une émission thermique à 3 microns 8, et on voit que c'est inversé par rapport à l'UV. Et en réalité, donc, les contrastes UV, qui sont d'ailleurs un des autres mystères de Vénus, quelle est l'origine des contrastes en UV? C'est un absorbant UV qui reste pour l'instant encore assez mystérieux. En tout cas, on a clairement une corrélation avec l'émission thermique
à 3 microns 8, donc au sommet des nuages, une anticorrélation plus exactement, c'est-à-dire que les régions sombres UV sont un peu plus claires en thermique. Il y a un article qui est paru tout récemment sur ce sujet dans Nature. Alors, météorologie de Vénus ici, on peut inverser les profils de pression et de température, pas jusqu'au sol, mais presque, en particulier en utilisant l'instrument Vera de occultation radio. Alors l'occultation radio, ce n'est évidemment que ponctuel, on ne peut le faire que en un point, donc quand Vénus passe entre la sonde et la Terre. Donc on aura comme ça une série de traces, ça peut être côté jour ou côté nuit, et sur chaque trace, on mesure le signal radio. Alors c'est très sophistiqué parce qu'il faut diriger la sonde exactement en tenant compte de la réfraction pour garder le signal le plus longtemps possible. Ce sont des observations qui demandent vraiment beaucoup de calculs et de manœuvres, mais ça marche très bien. Et voici ici toute une série de profils donc, qui sont... Donc, c'est en Pascal, donc bon, j'ai parlé en millibars jusque-là, mais vous avez à peu près ici le millibar pour corréler. Donc on a clairement donc, un profil convectif dans l'atmosphère profonde et beaucoup plus de variabilité en altitude. Bon, on oubliera la partie supérieure du microbar qui est sans doute entaché de beaucoup d'erreurs, mais on a clairement une variabilité qui est réelle et qui n'est pas liée au bruit dans cette zone-là. En particulier, le profil habituel de Vénus, tel qu'on connaît des sondes Vénéra, ne montre en général pas d'inversion. Or ici, on voit qu'il y a quelquefois un peu une inversion, c'est l'équivalent de la stratosphère. Il n'y a pas sur Vénus de stratosphère, sauf peut-être quand même ponctuellement et de manière variable à cette altitude-là. Alors, ça c'était côté jour, donc côté nuit, il y a assez peu de variations jour-nuit sur Vénus, malgré la durée. Bon, déjà, il y a la rotation de l'atmosphère qui est rapide en haute altitude, mais il y a aussi une inertie thermique de l'atmosphère qui est très grande. Donc, il y a des variations, mais assez faibles entre le côté jour et côté nuit. Donc, par contre, il y a quand même des températures assez basses, puisqu'on descend vers presque 200 K. Ici, c'est l'altitude des nuages également, vers 60 km. Alors, après, les gens maintenant en transfert radiatif commencent à modéliser ce type de profil, et ce n'est pas encore complètement cohérent. Il faut d'ailleurs, pour y arriver bien, coupler à un modèle météorologique dynamique. Mais ça, ce sont vraiment des choses qui sont en progrès et en pleine étude, en particulier au laboratoire de météorologie dynamique à Paris. Une équipe autour de Sébastien Lebonnois et d'autres. On a également les profils thermiques, mais seulement au-dessus des nuages, avec l'inversion des bandes de CO2 infrarouge. Mais j'en parlerai peu ici. Alors la composition, elle, bon, très classiquement, on l'a par spectroscopie. Ici, je montre une fenêtre très utilisée pour les mesures de composition, où on a la plupart des composés mineurs importance. Donc, évidemment, tout est dominé par CO2, mais dans les fenêtres où CO2 absorbe pratiquement pas, on peut mesurer monoxyde de carbone, H2O, qui est très minoritaire, également OCS et SO2. Donc tout ça, c'est dans cette fenêtre-là. Je ne sais plus si j'ai mis les... Non. Alors, pour vous détailler quand même. Donc ça, cette bande ici, cette structure en W, c'est le CO. Vous avez H2O, qui est les structures fines ici, et OCS, qui est les structures par ici, et SO2, qui est cette bande ici. Il y a d'ailleurs un fit et une observation. Donc on arrive vraiment très bien à corréler les observations et à donc mesurer. Alors en particulier, les mesures de monoxyde de carbone et de sulfure de carbonyle, OCS, sont importantes car elles ont une variabilité spatiale. On mesure 24 ppm aux latitudes équatoriales et à peu près 30 à 60 degrés de latitude. Et pour l'OCS, c'est l'inverse. On a presque un facteur 2 de décroissance entre équateur et pôle. Alors pourquoi? C'est parce qu'il y a une circulation météorologique. C'est la circulation de Hadley, bien connue des grands classiques de la circulation, l'équateur et pôle, qui fait qu'il y a un transport des espèces mineures. Il y a également photolyse, en particulier du CO2. Donc il y a une variation verticale d'abondance des composés.
mais mélangée à cette circulation dynamique, on a une variation en latitude de l'abondance des constituants et donc un effet donc, de relation chimie-dynamique qui est très intéressant. Donc c'est ce qui est tracé ici, enfin, très grossièrement en latitude sur CO en fonction donc, de la latitude et les données observées. Alors ça avait déjà été observé, mais jamais avec autant de précision. On arrive maintenant même à faire des cartes de variation de CO. Donc CO à 2 micron 3, comme je disais, c'est vers 35 km d'altitude. Donc on a clairement un pic d'abondance, peut-être même une décroissance vers les très hautes latitudes, ça c'est peut-être moins sûr, mais en tout cas un pic d'abondance à 60 degrés. Et ça, au moins qualitativement, les modèles dynamiques le retrouvent. Donc c'est clairement un très bon exemple de couplage chimie dynamique. Une analogie, pour faire une parenthèse, sont des choses qu'on retrouve également sur Titan, avec toute une chimie complètement différente et autre. Mais sur Titan, vous avez une circulation de Hadley, vous avez des composés, donc c'est une atmosphère de méthane, mais avec beaucoup de composés mineurs, et vous avez des variations constituant de l'éthane et des hydrocarbures vers les régions polaires, pour les mêmes raisons, parce que vous avez un transport dynamique avec un mélange de photochimie et de dynamique dans l'atmosphère. SO2, c'est un composé très important parce que bon, toute la chimie du soufre, j'y reviens, est liée d'une part à la formation des nuages, d'autre part à l'interaction avec la surface, puisque le SO2 est photolysé dans l'atmosphère. Donc ça, ce sont simplement les comparaisons des sections efficaces d'absorption du CO2 et du SO2 dans les longueurs d'onde auxquelles SPICAV observe. Et grâce auquel il permet de mesurer l'abondance du SO2, c'est l'abondance en ordonnée, en fonction, ici c'est le numéro d'orbite, donc c'est le temps. On voit donc qu'on a des mesures du SO2 variables, donc ça c'est le SO2 en altitude, très variables même, entre plus d'un facteur 2 entre différentes périodes et différents temps locaux. Alors tout ça, c'est lié à une chimie de photolyse très complexe du SO2. Alors le SO2 est important car il est à la base de la formation du H2SO4, acide sulfurique, qui compose les nuages, les gouttelettes de particules. D'autre part, il y a à terme, il y a un cycle entre tous ces composés chimiques que je ne vais pas vous détailler, mais qui fait que normalement, il y a une disparition progressive des nuages d'acide sulfurique sur les échelles de très longue durée. Donc il doit y avoir forcément une source du SO2. Alors quelle est la source? Ça, c'est une grande question. S'agit-il de volcanisme actif ou simplement d'érosion de surface à petite échelle et sur des très longues durées? Ça, on ne le sait pas encore. Mais clairement, on étudie de très près tout ça, en particulier s'il y a, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, mais ça pourrait être observé, des variations locales importantes du dioxyde de soufre. On pourrait espérer mettre en évidence des anomalies de composition liées par exemple à un volcanisme actif, puisque la grande question, Vénus est une planète très volcanique, ça on le sait grâce aux cartes et à la géologie, mais le volcanisme est-il encore aujourd'hui actif? C'est possible, mais ce n'est pas prouvé. Il y a également avec l'instrument SPICAV les mesures du deutérium qui ont été faites en fonction de l'altitude et du rapport donc HDO sur H2O. On sait que le deutérium est très abondant sur Vénus, c'est 1/100e à peu près de l'hydrogène, donc c'est des valeurs d'enrichissement énormes. Et bon, la raison invoquée est l'échappement différentiel entre hydrogène et deutérium qui fait que le deutérium s'enrichit au cours des ères géologiques et qu'en partant d'une composition en eau dans l'atmosphère de Vénus comparable à celle de la Terre, on peut avoir un enrichissement en deutérium tel qu'on l'observe aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 100 fois plus important que sur Terre, avec une disparition progressive de l'eau. Donc ça rejoint, et j'en parlerai plus tard, les modèles d'évolution climatique de Vénus, puisque aujourd'hui la vapeur d'eau est très peu abondante, 30 ppm dans l'atmosphère basse, c'est très très peu. Et donc la question est, comme l'eau ne peut pas être dans la surface très chaude, où est passée l'eau? La réponse, elle doit se situer dans des modèles d'échappement atmosphérique. Et la grande question est, l'échappement atmosphérique, bon, tout le monde est convaincu qu'il a dû y avoir, mais la question est quand?
et est-ce que c'est tout au début de l'histoire géologique de Vénus ou beaucoup plus tard? Là, les modèles divergent et ça, c'est certainement une des très grandes questions aujourd'hui dans l'histoire climatique de Vénus. Alors, la météorologie, ben, c'est aussi bien sûr les mesures de vent. Alors, on ne mesure pas directement le vent dans la masse, on mesure les déplacements de nuages, bon, ce qui pose évidemment toujours un problème de savoir si ce qu'on mesure, c'est bien le déplacement de la masse du gaz ou si c'est la mesure simplement du déplacement de nuages. Mais à ceci près, moyennant donc un peu d'interprétation, sachant que l'évaporation des nuages, bon, ça demande un peu de modèle, mais c'est plus lent pour l'acide sulfurique que pour l'eau sur Terre. Donc voilà ici des cartes, des mosaïques en projection cylindrique des déplacements de nuages. À partir de ces déplacements, il est possible de mesurer les variations de vitesse et on peut le faire pratiquement donc, du point de vue de Vénus Express, de l'équateur jusqu'au pôle. Hein. La latitude est en ordonnée, donc vous avez l'équateur ici, le pôle ici. Les différentes couleurs correspondent à différentes orbites et la vitesse est en abscisse. On a des vitesses rétrogrades donc, qui sont à peu près 100 mètres par seconde entre 0 et 50 degrés, et ensuite des vitesses qui décroissent vers le pôle très rapidement. Ça, c'est dans l'UV, c'est ce qu'on voit, la superrotation classique. Par contre, en infrarouge, on a des vitesses plus faibles. 1 micron, on sonde vers 50 km, on a à peu près 50-60 mètres par seconde à l'équateur. Et par contre, encore plus bas, à 45 km, 1 micron 7, on a des vitesses plutôt vers 40 mètres par seconde. Donc non seulement on a les vitesses de nuages, mais grâce aux différentes longueurs d'onde, on a la structure 3D de l'atmosphère. Alors comment on sait l'altitude? Ça demande de l'interprétation. Ça, c'est le transfert radiatif qui nous le dit. Donc ça, c'est cette figure qui montre à 1 micron 74, on doit être vers 45 km. C'est évidemment sujet à modèle, hein, ce n'est pas des altitudes absolument précises, mais clairement, on voit très bien la décroissance des vents. D'autre part, les vents ont été directement mesurés par les sondes de descente, en particulier les sondes Pioneer Vénus, et on recoupe assez bien ce que les sondes avaient mesuré, sauf que là, on peut le faire sur toute la planète et non pas seulement en un point. Donc voilà, donc, 3 mesures. Donc on a mesuré donc, le cisaillement vertical de l'atmosphère. Ce qu'on a mesuré également, donc ça c'était ce que montre ici, c'est que l'atmosphère, donc il y a un cisaillement important à l'équateur. Par contre, près des pôles, l'atmosphère a plutôt tendance à tourner en bloc. Il y a peu de différence de vitesse verticale près du pôle. Ça aussi, bon, ce sont des résultats uniques. Il y a peut-être, bon l'article est encore en cours, ça n'a pas été mis dans le premier article, mais on a probablement des oscillations de la vitesse. Alors pour ça, on a besoin d'une très longue statistique, donc c'est que là, les 2 ans d'observation sont tout à fait nécessaires, mais quand on recale en phase les mesures de vitesse de vent, on a bien l'impression, bon, ce n'est pas encore tout à fait significatif, mais on accumule la statistique pour avoir quelque chose de plus convaincant. On a probablement une oscillation de la vitesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une circulation uniforme, mais probablement une onde au passage qu'on voit, et bon, qui a déjà été soupçonné par d'autres auteurs, mais qu'on espère bien documenter grâce aux observations de Vénus Express. Enfin, en météorologie, je vais parler d'un phénomène extrêmement intéressant qui est le vortex polaire. Alors, on commence par les observations les plus lointaines et pas encore très détaillées, mais on va se rapprocher progressivement. Donc là, c'est les premières observations de la première orbite. Ce qu'on va regarder de près, c'est ce vortex polaire. C'est des observations en infrarouge moyen, donc on a à la fois le côté jour et le côté nuit. Et cette structure ovale que vous voyez tourner ici, suivant les 6 observations, on l'a observé donc, maintenant depuis 2 ans également, à ces longueurs d'onde. Alors c'est un ovale, mais avec une structure qui varie beaucoup, une structure nuageuse qui varie beaucoup en fonction du temps. Alors elle a souvent une structure en S inversée autour du pôle sud. C'est la première fois qu'on pouvait l'observer vraiment bien au pôle sud. Elle avait été observée par Pioneer Vénus à d'autres longueurs d'onde en 1979 autour du pôle nord, et d'ailleurs la structure est la structure miroir d'ailleurs. Là, on a pu mesurer donc, sa vitesse de rotation qui est différente de celle de l'atmosphère
globale, et également sa dynamique, la variation, puisque suivant les périodes, on va voir, là vous voyez plutôt une structure spirale ou en S, avec une période qui est différente de la période de rotation globale. Donc clairement, il s'agit d'un phénomène de vortex polaire, avec très probablement des variations d'ondes. Alors à quoi sont dus réellement les filaments? Les variations de température, de brillance et de nuages à l'intérieur de ces filaments. Ça, on ne le sait pas encore très bien, mais c'est à l'étude. Là encore, une autre période où là, cette fois, on a plutôt un tripôle qu'un dipôle. Et on a figé la rotation de manière à faire apparaître la dynamique en inversant la rotation pour voir les variations des filaments. Ici, encore, bon, pardonnez les différences d'échelle de couleur un peu agressives, mais c'est toujours le même phénomène. Et là, une des dernières orbites étudiées, où là, on a, donc c'est certainement pas un artefact, mais on a des structures en ligne brisée ici. Alors, ce n'est pas complètement inconnu en planétologie, on a un phénomène analogue autour du pôle de Saturne, ce qu'on appelle l'hexagone de Saturne. Alors, il se pourrait que ça soit quelque chose de comparable, surtout qu'on sait que sur Saturne, c'est très probablement contrôlé par des ondes, et un nombre d'ondes hexagonales, et donc ça pourrait être le même genre de phénomène. Il y a contrainte de la dynamique par un certain type d'onde. Alors ça, je vous livre ici des données un peu brutes, sans encore d'interprétation. Il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Et j'en viens, ce sera la dernière partie, la haute atmosphère de Vénus. On étudie également, bien au-dessus des nuages, les phénomènes d'émission qui se produisent, bien au-dessus des nuages, mais avec quand même un couplage avec l'atmosphère profonde. Alors le plus connu, parce qu'il est documenté depuis les années 60 dans les observations au télescope au sol, ce sont des observations, les premières à la découverte de ce phénomène, des émissions de l'oxygène diatomique à 1 micron 27, c'est Pierre Cohn au CFH ensuite, mais d'abord qui l'a observé à partir de télescopes au sol dans les années 60. Alors c'est une émission airglow, comme on dit, d'émission qu'on voit côté nuit. Et l'interprétation est qu'il s'agit d'une circulation diurne des radicaux de l'oxygène qui sont photolysés à partir du CO2 côté jour, qui sont redistribués côté nuit, avec au moment de la rentrée dans la circulation, lorsqu'ils se recombinent côté nuit, on a les radicaux oxygène qui se recombinent, qui forment O2, et au moment de la formation de O2, émission de lumière. Alors cette lumière, donc ces émissions que vous voyez là, ici ce sont simplement les nuages de Vénus, mais ça ce sont les émissions de O2 telles qu'on les observe avec Vénus Express. Ici, d'un autre point de vue, donc sans projection géométrique, c'est l'observation directe des émissions de O2. On a retranché l'émission thermique des nuages de cette mosaïque ici. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas du tout de corrélation avec la structure nuageuse. On a des structures en latitude au lieu des structures zonales. Et alors qu'il y a une très grande variabilité d'un jour à l'autre, lorsqu'on fait la statistique, alors là c'est la moyenne, donc pour avoir cette image, il y a à peu près 800 orbites qui ont été combinées. On a ressommé les images en corrigeant, puisqu'on n'a jamais exactement le même point de vue, en corrigeant de l'angle d'émission, et de manière à obtenir cette mosaïque ici. Alors ce qu'on voit, c'est très clairement donc, un pic d'émission au point antisolaire, donc une émission qu'on chiffre en méga Rayleigh, bon, ce sont les unités des aéronomies. C'est un Rayleigh, c'est 10 puissance 6 photons dans une unité de piste radian. Donc ça, c'est comparable à ce qu'on voit au sol, mais c'est vraiment la première fois qu'on peut vraiment le cartographier, parce que du sol, quand vous observez, ces longueurs d'onde-là sont accessibles au télescope au sol, mais on ne voit jamais Vénus avec toute sa face nocturne, puisqu'il est trop près du Soleil à ce moment-là. Et surtout, on ne peut pas l'observer de manière aussi continue. Or, ça, c'est exactement ce que les modèles prédisent. Donc, on confirme bien le modèle d'interprétation de circulation diurne de l'oxygène, sauf qu'il est valable uniquement de manière statistique
d'un jour à l'autre, on a une très très grande variabilité. Alors il y a également d'autres détections qui ont été observées pour la première fois, donc ce sont vraiment des découvertes. On a OH dans l'infrarouge, ça c'était la première détection, donc qui est également une émission de la haute atmosphère, qui est en cours d'interprétation. Ce sont des mécanismes assez compliqués. On a également NO qui vient d'être détecté. Alors il était déjà connu dans les observations UV visibles, mais là on l'a détecté dans l'infrarouge. Et l'intérêt de détecter plusieurs molécules, alors on peut observer en nadir, faire des cartographies, mais on peut également observer près du limbe, et là on peut directement mesurer les altitudes d'émission, et ça c'est très intéressant, parce que ce sont là aussi des choses qui sont dans les livres, mais qu'on est vraiment à même pour la première fois de mesurer directement et de contraindre. On mesure l'altitude, ça on ne peut pas le faire autrement qu'avec une sonde spatiale tout près, là, pour avoir la résolution spatiale suffisante. Donc on mesure l'altitude d'émission de O2, de NO, et par exemple on mesure que O2 est plus profond que NO, et ça les théoriciens l'expliquent très bien, parce que O2 c'est une réaction à trois corps, avec, il faut une masse, donc ça se produit à plus forte pression que l'émission de NO, et ainsi de suite. Donc on est en train vraiment non pas de découvrir, parce que ce sont des choses qui sont dans les livres depuis longtemps, mais sauf qu'on les mesure et on les contraint directement. Enfin, je parle des émissions du gaz carbonique. On a des émissions, donc, pas seulement des absorptions, mais des émissions à 4 microns 3 qui sont ce qu'on appelle les émissions de fluorescence. Donc ça se produit lorsque l'atmosphère n'est pas en équilibre thermodynamique, lorsqu'il y a réémission de photons avant les collisions. Donc ça ne peut se produire qu'à plus de 100 km d'altitude. Vous voyez la différence, donc c'est assez énorme. Donc ça, c'est le spectre typique côté nuit en rouge, avec l'absorption de CO2. Et côté jour, on a au contraire un grand pic d'émission, mais qui provient de niveaux très différents. Là, c'est au niveau des nuages à 60 km, alors que l'émission, elle, se produit beaucoup plus haut. Alors, à gauche, c'est l'image à 4 microns 3, donc on voit un très fort renforcement au limbe, ça c'est logique, c'est simplement le transfert radiatif. Et bon, Raphaël Garcia, ici, a également travaillé pour utiliser cette fois cette mesure, comme outil diagnostique, pour mesurer ces variations. Alors les variations de CO2 sont très très faibles, mais elles semblent bien corrélées à la présence d'ondes de gravité, qu'on interprète comme des ondes de gravité, sont ces structures. Alors c'est vraiment un signal sur bruit faible, mais la structure en particulier en arc ne peut pas être un effet instrumental. On a beaucoup d'effets instrumentaux de toutes sortes, mais qui sont liés aux lignes et colonnes du détecteur, et on ne peut certainement pas avoir un effet en arc de cercle comme ça. Et surtout, on peut le voir varier d'une image à l'autre. Donc on n'a pas seulement la structure spatiale, mais même la dynamique. Alors ça, ce sont des travaux vraiment encore très prospectifs, mais enfin l'article est quand même sous presse, donc ça, ce sont des choses, alors pour le coup, vraiment complètement exploratoires et nouvelles qu'on obtient avec Venus Express. Donc, bon, je crois que je suis arrivé au bout là. Donc, conclusion, donc, nous sommes à peu près à la millième orbite, 1 ou 2 jours près. Donc, beaucoup de résultats nouveaux, j'espère vous avoir convaincu. Donc, on a, bon, en termes de bibliométrie, puisque c'est ce qu'il faut maintenant mettre en avant, nos travaux, donc beaucoup d'articles qui sortent et qui débutent. Il faut voir que contrairement aux missions, il y a 20 ou 30 ans, maintenant on part sur des choses qui sont déjà bien connues sur Vénus, on doit aller au-delà. Donc ça prend plus de temps, c'est vrai qu'on a mis plus d'1 an avant de sortir les premiers articles, mais maintenant les choses s'accumulent. On en est au point où on commence à mettre ensemble les résultats des différents instruments pour réellement progresser dans la connaissance, l'interprétation, que ce soit de la géologie, de la circulation atmosphérique, de l'aéronomie, de l'ionosphère, tout cela, on commence à avoir les articles de synthèse et les revues. Mais ce n'en est que le début de ça. Et au-delà, ce sera la préparation de nouvelles missions. Bien sûr, Venus Express ne va certainement pas tout faire. Déjà, on n'est qu'en orbite. Il est clair que les prochaines grandes missions qu'il doit y avoir sur Vénus ne pourront vraiment faire des avancées importantes qu'en descendant directement dans l'atmosphère. Il y a des projets de mission, tant européennes, Cosmic Vision, même si ça n'a pas été retenu cette fois-ci, ça sera peut-être proposé d'autres fois, mais également côté américain et russe d'ailleurs. Alors, quelle serait l'étape d'après? Alors, aller à la surface de Vénus et y survivre assez longtemps pour faire de la géologie, ça paraît encore quand même difficile, même avec nos technologies. Par contre,
Il y a tout un domaine de l'atmosphère où on peut survivre assez bien, c'est entre les nuages et la surface, avec des ballons. Et on peut imaginer, et c'est d'ailleurs des projets de mission, où on imagine un système de ballons qui permet de descendre dans l'atmosphère, faire quelques mesures, remonter au niveau des nuages où les températures sont assez tempérées, et ainsi de suite. Et bon, tout est ouvert. Le futur, bon, on peut parler d'atterrisseurs, voire même de retour d'échantillons, mais ça sera vraiment pour d'ici 30 ou 50 ans, on commencera sans doute par Mars. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que Vénus est une planète intéressante, même si elle a été beaucoup négligée dans la dernière décennie et qu'on peut apprendre beaucoup à son étude. Et le dernier mot, c'est que Vénus est pas seulement un objet qui est là dans le système solaire et qui nous apprend sur la planétologie comparée, mais également qui peut être un prototype des planètes extrasolaires, car c'est une planète avec une atmosphère épaisse. Si ça se trouve, les premières planètes extrasolaires qu'on étudiera auront des analogies avec Vénus plus qu'avec la Terre ou Mars. Ça, c'est pour le futur. Merci.